Since this session will be bilingual, I remind people that there is a simultaneous translation, and for the one who needs a machine, they are just outside on the right-hand side. So, may I invite lecturers to come? Yeah, thank you. C'est un honneur d'avoir la responsabilité d'ouvrir une conférence de ce genre. Parce que cette conférence, en fait, se place à la croisée des chemins, temporellement, si l'on veut y penser. Les études historiques sur les événements de la Shoah, l'intégration de tout ce qui s'est passé il y a plus de 70 ans, nous avons maintenant la masse des documents. Ce qu'il nous faut faire, c'est rendre cette histoire, la rendre une histoire vécue. Et en fait, foncièrement, lui donner un sens, non pas dans le passé, mais dans le présent et dans l'avenir. Et c'est pour cela que cette conférence, qui est en fait le démarrage, le début d'un processus de réflexion, c'est pour cela que cette conférence est essentielle. Parce que si l'on y pense, c'est peut-être dans cette salle que nous pouvons donner véritablement un sens nouveau à cette expression galvaudée, plus jamais, never again, qui s'est prouvée, hélas, bien incorrecte dans les années qui viennent de s'écouler, avec un certain nombre de génocides. Mais si nous voulons effectivement réfléchir à ce que cela signifie, ce n'est pas seulement penser au passé, mais c'est construire l'avenir. Et nous avons, et c'est exceptionnel, un forum ici de personnes qui travaillent depuis des années sur le sujet, mais dans des perspectives différentes. Nous avons des enseignants au niveau secondaire, primaire, universitaire. Nous avons des représentants de musées qui touchent le grand public. Nous avons justement des représentants du gouvernement qui peuvent diriger le sens des débats. Et on me donne une petite note. Ah, c'est fait. En plus, une série d'organismes divers. Pendant ces 2 jours, nous allons travailler conjointement. Et, comme vous le savez, chacun aura à faire un choix, aller trouver une session qui l'intéresse. Si je puis vous demander quelque chose, ce serait d'essayer d'aller voir ailleurs que dans votre propre domaine. Allez voir des disciplines différentes, allez voir des gens qui parlent de la même chose, mais sous un angle totalement différent. Et nous nous retrouverons à 2 moments, demain, à la fin de cette session, mais surtout, dans 3 ans, à la fin du processus de réflexion. Aujourd'hui n'est pas le moment de chercher à tirer des conclusions. Nous le ferons dans 3 ans. Et avant de céder la parole à nos conférenciers, je tiens à remercier moi aussi tous ceux qui ont participé à
l'élaboration de cette conférence, les membres du Steering Committee et d'autres, mais je voudrais souligner l'action de deux femmes d'exception. Tout d'abord, prima inter pares, Ruth Klein, qui non seulement a généré l'idée, a construit l'argumentaire de cette conférence, mais a, à tous les points, établi les ponts et créé véritablement de toutes pièces cette conférence. Et je voudrais aussi souligner l'action d'une magicienne, Judith Smith, du département de Immigration et Citoyenneté, qui, comme une bonne fée, sait effacer tous les obstacles quand ils se présentent. Je les remercie. J'aimerais bien donc aujourd'hui, maintenant, faire démarrer cette conférence sur la première session qui porte sur The Politics of Exclusion, a three-country perspective on an area of discrimination. Oui, je vous rappelle que pour ceux qui ont besoin de traduction, il y a des appareils. Il nous a semblé utile de commencer par une réflexion comparative sur trois pays au moment du voyage du Saint-Louis. Nous allons pouvoir, les conférenciers vont pouvoir comparer l'attitude de la France qui, terre d'accueil depuis toujours, en fonction de ses principes républicains, avait une tradition très marquée, même si la recherche de l'immigration n'était pas forcément un des points essentiels de la politique gouvernementale. D'un autre côté, nous aurons les États-Unis qui, depuis leur création, cherchent à promouvoir l'immigration, mais qui ont eu, un siècle et demi, 2 siècles, le temps d'établir une série de principes qui guident justement le choix des immigrants et une politique vis-à-vis des réfugiés. Enfin, nous aurons le Canada qui, à l'époque, était plus qu'hésitant et avait une politique d'immigration, pourrait-on dire, peut-être méchamment, sans grande vision et sans grand principe, contrairement à ce que nous avons aujourd'hui. En fait, on pourrait définir cette politique par les paroles que donnait, les directives que donnait le gouvernement aux représentants canadiens à la conférence d'Évian en 1938. C'était, et je cite, « Prenez beaucoup de notes, parlez le moins possible et ne vous engagez en aucun cas à rien du tout. » C'était donc là les principes de base de l'action canadienne.